Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Comme d'habitude, vous retrouvez Sid et notre chère Kira. Fais-nous un petit débrief de ta semaine. Bonjour, cette semaine j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fini Ghost Recon Future Soldier, qui était très très cool, que j'avais commencé la semaine dernière. J'ai un petit peu testé ton jeu de la semaine dernière pour voir un petit peu ce que ça donnait. J'ai fait du The Division en multijoueur, j'ai fait du Back 4 Blood en multijoueur. Ensemble, tout à fait. J'ai testé la nouvelle petite pépite de chez Microsoft, justement, je vous en parlerai tout à l'heure. Et pour finir, un petit peu de Dead Space Remake. Donc grosse semaine. T'as été plus productif que moi. Avec le travail, j'ai pas eu trop l'occasion, mais le jeu vidéo m'a suivi quand même. J'ai plutôt été axé, tu vois, magazine avec le hors-série de jeux vidéo, le mag sur Resident Evil. J'ai fini mon test de la semaine prochaine quand même. Il fallait que je termine évidemment mon jeu. Et voilà, c'est à peu près tout, tu vois. Donc t'as été plus productif. Oui, c'était vraiment, autant la semaine d'avant c'était compliqué, autant là j'ai vraiment eu un peu plus de temps, donc je me suis un peu lâché. Et alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Et tu vas nous réserver une petite surprise, un cadeau pour nos auditeurs. Raconte-nous tout ça. Aujourd'hui, on va parler de Gollum le jeu. Oui, il existe. On va débriefer la conférence Xbox Developer Direct. On va parler de Final Fantasy, de Marvel's Avengers et en général les détails financiers sur Microsoft. Ensuite, je vais tester la nouvelle sortie des studios Microsoft, qui est un peu sortie des hautes herbes sans que personne ne l'attende. En sujet hors sujet, c'est l'anthologie macabre Netflix. Exactement. Un petit point réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, tout à fait. Donc Twitter, Facebook, on alimente les pages régulièrement. N'hésitez pas à liker, partager et surtout mettre des commentaires sur les applications de podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bienvenue à vous. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue à tous. Donc on commence par le jeu Gollum. En effet, Kira, le jeu existe encore. Est-ce qu'il va arriver? Je pense que oui. Donc pour refaire un petit point, et je suis content de parler de ce jeu, je vous fais un petit point rapide. Donc il a été officiellement annoncé en 2019. Il est développé par les Allemands d'Idyllic Entertainment, studio qui, j'aime bien donner des petites anecdotes, mais qui appartient au groupe Nacon, qui lui-même appartient à Big Ben. Donc ça appartient à une filiale française, tout ça. Et l'histoire, en fait, elle prend place. Pourquoi ce jeu m'intéresse? C'est qu'elle prend place, si tu veux, à la fin du Troisième Âge, un petit peu avant la trilogie de Peter Jackson. Et on suit un Gollum qui est enfermé à Barad-dûr. Donc Barad-dûr, on connaît tous, hein, c'est la forteresse, tu sais, où il y a l'œil de Sauron dans le Mordor, près de la montagne du destin. Dans l'œuvre de Tolkien, du coup, Gollum, il est capturé par les armées de Sauron. Il est interrogé, torturé à l'intérieur justement de Barad-dûr et il s'échappe. Enfin, en vrai, Sauron à un moment le laisse partir parce que il a conscience que l'anneau a été récupéré par un nouveau porteur qui est Frodon, etc. Dans ce petit laps de temps, Gollum est aussi recherché par Gandalf et Aragorn. Ce que j'espère vraiment, c'est qu'on arrive, tu vois, à avoir de l'infiltration, de la réflexion et en même temps de croiser des personnages un peu illustres comme Gandalf, comme certainement les elfes, enfin tu vois un petit peu tous ces personnages emblématiques. Oui, dans le lore Seigneur des Anneaux. Les devs ont mis en avant, si tu veux, que le personnage de Gollum, il sera travaillé psychologiquement avec ses diverses personnalités. Donc pareil, ça c'est une des features du jeu que je trouvais intéressante, que j'aimais bien l'idée. Sauf que, tu l'as dit, le jeu a été maintes fois repoussé. Il devait sortir en 2022, puis tout début 2023. Et là, ils sont en train de nous dire qu'il arrivera potentiellement entre avril et septembre. D'accord. Donc, j'ai fait cette petite news parce que les développeurs, après un très long silence, et c'est plus ça qui me faisait peur, tu vois, c'est que vraiment, ils communiquaient plus du tout depuis plusieurs mois. Là, ça y est, ils reparlent enfin du jeu. Encore une fois, un jeu que j'attends de ouf. Et ils donnent une fourchette très large, donc j'ai un petit peu peur. Alors que ce jeu vraiment me fait très 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 envie. Moi j'ai une question, tu crois qu'ils ont embauché des scénaristes pour le jeu? Écoute, je ne pense pas, et il n'y a pas de raison, parce que tout est déjà écrit par le grand maître Tolkien. Je sais pas, parce que tu vois, pour la série par exemple, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas. Donc je me dis que là c'est peut-être pareil, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pour la série en fait on couvre une période qui est beaucoup beaucoup plus longue avec et tu sais les écrits de Tolkien ils sont plus ou moins
complet à ces périodes-là, donc pour des besoins scénaristiques, ils ont été obligés en effet de retravailler les choses. Mais là, si tu veux, c'est une période très très précise, qui est très bien documentée par Tolkien, qu'on connaît, on sait ce qui se passe, donc à voir ce qu'ils en font, mais pour moi, il y a peu de place, en tout cas, à l'improvisation, surtout qu'on va suivre un personnage, donc tu vois, en termes de complexité scénaristique, on n'est pas sur quelque chose de très, très, très complexe, donc... j'ai pas grand doute sur la qualité, sur le scénario, mais c'est plus le jeu, tu vois, en lui-même qui me fait un petit peu peur parce que j'ai le sentiment que les développeurs ont quand même pas mal patiné sur ce jeu et voilà, ça rassure pas, quoi. Oui, après ça reste un jeu AA de mémoire, c'est pas un triple A, donc forcément l'investissement est moindre, ils peuvent peut-être se permettre de le décaler un peu plus sans au risque de trop s'impacter. Eh ben écoute, tu vois le verre à moitié plein et j'ai envie d'être comme toi, me dire que c'est normal et c'est pour livrer un jeu de la meilleure qualité possible. Mais de toute façon, vous y échapperez pas quand le jeu sortira. Ce sera évidemment un de mes tests de l'année. Maintenant, on va débriefer le Xbox Developer Direct, donc que j'ai suivi en direct, du coup. Toi aussi, tout à je fait. crois. On l'a suivi à peu près au même moment. Pas au même endroit, mais au même moment, tout à fait. Donc, c'est le nouveau format de vidéo de Microsoft. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes se sont plaints que Microsoft, au-delà d'être absent au Game Award, ne communiquait pas beaucoup sur leurs nouveautés. Et c'est vrai qu'ils ont pris le pli de sortir un format court, un peu comme le Nintendo Direct ou le PlayStation State of Play. Le State of Play, voilà, excuse-moi. Et c'est vrai que pour le coup, on les attendait un petit peu au tournant là-dessus. Moi, ce que j'ai vu, c'est assez consensuel pour commencer, c'est vrai que c'est une première vidéo, c'est un peu un tour de chauffe. J'ai beaucoup aimé le ton de la vidéo avec l'accent mis vraiment sur les développeurs, c'est-à-dire on voit le logo du studio de développement, les développeurs en question qui parlent de leur jeu. Après on n'échappe pas au fameux cliché, c'est vraiment je suis super content de travailler là, c'est le jeu que je rêvais de développer toute ma vie, et le mec il parle de Minecraft Legends, mais c'est clair. Bon, voilà le côté un peu Silicon Valley, tout le monde à la banane et tout. Bon, c'était un petit peu marrant, mais j'ai trouvé que le ton était pour le coup plutôt sympa. C'était vraiment très différent justement des State of Play, des Nintendo Direct. Et pour le coup, même si on n'a pas eu de grandes annonces ou de grosses annonces, ça a permis quand même de voir que ça travaille chez Microsoft derrière. Et je pense que la communication en avait besoin déjà. Le format court comme ça va leur permettre d'en faire plus dans l'année et de pouvoir communiquer sur plus de jeux directement. Donc moi j'ai fait une petite liste en fait des temps forts de la conf. En gros ça va être un petit débrief sur ce qui s'est passé. Okay. Déjà pour commencer, la conférence, ils sont partis sur Minecraft Legends, donc qui est prévu le 18 avril 2023. Mojang Studio a présenté beaucoup de gameplay sur Minecraft Legends, qui aura droit à une campagne donc scénarisée et un mode jouable à 2 équipes de 4 joueurs. Il s'agira ici d'amasser un maximum de ressources, comme dans Minecraft en fait, tout simplement, pour construire une base et partir à l'assaut de celle des ennemis. Pour commencer, ils ont lancé les hostilités là-dessus, on va dire. C'était pas le plus stimulant, je pense, pour un début de conférence. Mais l'avantage, c'est que ça a permis de lancer l'émission directement sur de bonnes rails. Alors après, moi, clairement, c'est pas ma cam, Minecraft. Pareil. J'aime pas du tout le chara design. Ce que j'ai vu, je me dis, ça peut être sympa, mais c'est vraiment le chara design, moi, qui me bloque, personnellement. Ensuite, ils ont montré donc Forza Motorsport, donc enfin la partie simulation de Forza revient, donc avec une sortie en 2023. Donc il y a eu plusieurs séquences de jeux qui ont été présentées. La date de sortie a brillé par son absence, par contre, parce qu'on n'a vraiment eu que l'année. Est-ce qu'il sera repoussé en fin d'année? Est-ce qu'il sortira cet été? On n'en sait pas vraiment. Les rumeurs parlent d'une sortie pour le mois d'août-septembre, donc plus vers le dernier trimestre. Et en tout cas, ça devrait être annoncé lors d'une présentation dédiée. Donc ils pensent faire un Xbox Developer Direct dédié à Forza, justement. Donc, je pense que là, on en apprendra plus, donc ce qui serait quand même intéressant. Okay. Chose quand même intéressante, ils ont annoncé qu'il y avait plus de 500 voitures, 20 environnements, 800 améliorations au niveau du mixage audio pour supporter le Dolby Atmos. Et surtout, il y aura de la pluie qui sera de la pluie. Les conditions météo en fait seront gérées en temps réel. Tu sais, avant tu lançais ta mission, tu choisissais la pluie, la neige, ce que tu veux, point barre. Là non, tu peux la lancer normalement. C'est du temps réel. Voilà, tu peux lancer ta course normalement et puis d'un coup il peut se mettre à y avoir un orage ou quoi que ce soit. Excellent. Ce qui donne un côté un petit peu réaliste. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors après c'est pareil, les jeux de caisse c'est pas vraiment ma cam, c'est plus la tienne pour le coup. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ce que j'en ai vu, ça a l'air intriguant. Ça manquait un peu de vidéos de gameplay, mais bon déjà on voit que les mecs ils sont chauds quand même. Ouais, ce qui était dommage juste c'est moi j'aurais aimé, j'aime bien les jeux de voiture et on n'a pas vu le mode carrière et ça c'est dommage, j'aurais aimé voir tu vois cette partie là, mais sinon tout ce qu'ils ont montré franchement c'était
ultra beau gosse. Après, ils ont quand même dit quelque chose, c'est qu'ils veulent se rapprocher du premier Forza Motorsport, en fait, justement pour l'expérience solo. Et le premier Forza, c'était, en fait, on pouvait se créer une écurie de voitures, en fait, avec un prototype, on pouvait se créer un personnage. Au gré des sponsors, en fait, on pouvait justement développer sa nouvelle marque, en fait. Donc, s'ils se rapprochent de ce principe-là, ça pourrait être très original, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et ça, c'est quelque chose avec l'aspect gestion, justement, qui pourrait vraiment m'intéresser, en fait. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, ils ont parlé de Hi-Fi Rush avec le gros coup du ça a l'air cool, il sort maintenant. C'était génial. Donc ça déjà, je pense qu'on n'était pas prêts. Moi j'étais avec mon téléphone portable dans mon bain en train de regarder la conférence. J'ai vu ça, je suis oh putain, direct sur l'application Xbox pour le télécharger. Donc c'était vraiment la surprise de la soirée. C'est le nouveau projet de Tango Gameworks en fait, et c'est un jeu de rythme et d'action solo. Bon, je vous expliquerai tout à l'heure parce que bien sûr c'est mon test de la semaine. Mais en tout cas voilà, c'est une bonne surprise. Ils ont fait un petit tour sur Elder Scrolls Online pour parler de la nouvelle extension Necrom qui est prévue pour le 20 juin 2023. Donc là, c'est Zenimax Online Studio qui a présenté la prochaine mise à jour majeure. Elle signe le retour en Morrowind. Donc ça, c'est tout ce qu'on sait vraiment de cette extension-là. Il y a une nouvelle classe qui sera jouable, l'Arcaniste. Autre point, par contre, qui peut être intéressant, c'est que toutes les add-ons payantes qu'ils ont sorties ont été rendues gratuites à la suite de la diffusion, en fait. Donc du coup, quelqu'un qui se lance maintenant dans Elder Scrolls Online, il a accès vraiment à la totalité du jeu. Donc c'est plutôt cool et c'est sans frais pour les abonnés Game Pass. Okay. Et pour finir, ils ont terminé sur Redfall, sortie prévue le 2 mai 2023, donc présentation de gameplay pour le coup, là on a vu pas mal de gameplay. On y a découvert quelques petites choses, donc c'est du gameplay à la Left 4 Dead, sauf que là au lieu d'affronter des zombies, on affronte des vampires. On a découvert les fameux boss, les dieux vampires, ainsi que des détails sur la personnalisation des personnages. C'est Arkane Austin en fait qui a développé ce jeu. A priori, ils essayent de faire quelque chose d'un petit peu différent de Left 4 Dead. Ça parle déjà de Battle Pass, donc à voir ce que ça va donner. J'ai peur que ce soit un jeu à service un petit peu crado. Donc, moi, l'ambiance me tente, mais c'est vrai que j'ai un peu peur de ce côté-là. Après, chose intéressante à noter, c'est que le jeu sera le premier jeu Xbox à être vendu 79,99. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. C'est ça, donc il s'aligne sur les prix pratiqués de la concurrence pour le coup. Donc voilà, à partir de maintenant, les jeux Xbox Studio seront à 80€, donc hors de prix. C'est clair. Voilà, donc moi c'était mon petit retour. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'étais plutôt conquis, on va dire. Je m'attendais vraiment à un truc un petit peu plus chaud à l'américaine et c'est pas le cas. J'avais plus l'impression de voir le côté, alors je vais pas dire PME, faut pas déconner, mais un petit côté à la The Office où on arpente les studios de développement, où ils ont chacun leurs identités, leur logo, ce qui crée un tout unique, et j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Toi, de ton côté, c'est quoi ton ressenti ? Alors sur tout ce que tu as dit en termes de contenu, franchement, je suis complètement aligné avec toi sur les jeux. Juste Redfall, où on a fait un débat ensemble après la conf, et toi, t'es plutôt quand même emballé. Moi, c'était l'encéphalogramme plat, ni la DA, ni la musique, ni le gameplay, ni l'arbre de compétences, rien ne m'a attiré dans ce jeu. Mais pour tout le reste, je trouve qu'ils ont eu un excellent format, c'était très intéressant, c'était vivant, et en plus c'est un format qui a sa propre identité. Donc il se détache des State of Play, des Nintendo Direct. Quand même, à saluer, c'est Bethesda. On dit, la conf elle s'appelle Xbox plus Bethesda, mais quand même, pour moi c'est Bethesda plus Bethesda, Xbox. Ils ont fait le contenu de cette conf, donc franchement, j'ai passé un très très bon moment dessus. Je dis bravo à Xbox, et j'espère que ce contenu sera pérennisé pour qu'on ait des confs comme ça régulièrement, parce que c'était vraiment très intéressant. En tout cas, ils ont déjà annoncé une spéciale Starfield qui devrait arriver avant la sortie du jeu, donc je pense qu'ils vont faire ça sur leur plus gros jeu, et à côté faire des petites conférences, on va dire plus génériques sur peut-être les sorties indépendantes par exemple. Je pense que un jeu comme Pentiment aurait bien bénéficié justement de ce type de communication. C'est vrai. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait plus tôt du coup, parce que c'était encore une fois un grand jeu. Quand Nintendo a lancé son Nintendo Direct la première fois, je me souviens, les gens ricanaient un peu, genre ils font encore un truc dans leur coin, mais bon, en attendant, ils ont donné le là, parce que tout le monde le fait maintenant. Et au final, je pense que c'est la meilleure communication à avoir pour un studio ou pour un constructeur en fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et pour finir sur Redfall, ça nous a donné envie de rejouer à Back 4 Blood du coup. Moi de jouer, toi de rejouer.
Et au final, on s'est bien marré, on a passé une très bonne soirée là-dessus et tout. Ouais. Donc au moins le jeu a eu le mérite de nous donner envie de jouer à un autre jeu. Ouais, c'est ça. Autant en solo, j'avais pas aimé Back 4 Blood, mais en multi, on s'est bien marré, c'était très sympa. Ouais, carrément. Bon, parlons un petit peu de ma saga favorite. Si le pseudo que je porte s'appelle Sid, c'est pas pour rien, donc on va parler de Final Fantasy. Sid Meier, c'est ça? Ta saga préférée? Ouais, c'est ça. L'année sera une année de Final Fantasy, a priori, donc c'est ce que Yoshinari Kitase avait dit. Donc il y a 3 jeux quand même majeurs, il y a Final Fantasy XVI bien sûr qui arrive, il y a le Théarithme, donc il est toujours dur à dire ce nom, Final Bar, que j'attends de ouf, parce qu'on va pouvoir un jeu de rythme sur les musiques de Final Fantasy, et bien sûr Final Fantasy VII Rebirth qui est prévu pour la fin d'année, la suite de Final Fantasy VII Remake. Et donc quand Yoshinori Kitase justement avait présenté ses vœux de début d'année, il avait dit qu'il y aurait une grosse surprise qui allait arriver. Donc juste pour repositionner un petit peu ce grand monsieur, c'est une légende chez Square Enix. Il a commencé il y a très très longtemps sur le jeu Mystic Quest, et pas Mythic Quest, la série Mystic Quest sur Game Boy. Et ensuite, il a été partie prenante de Final Fantasy V, le 6, l'immense Final Fantasy VI, puis après Dragon Quest. Il a été directeur de Final Fantasy VII, le 8, le 10. Enfin bref, c'est le taulier. Donc quand il parle, forcément tout le monde écoute, et surtout les fans. Donc là, quand il a dit qu'il y aurait une grande annonce, ça a été le festival sur Twitter. Donc j'ai pas trop relayé, j'en avais pas encore parlé. Donc on a eu de tout. On a eu le FF9 remake qui va arriver, que tout le monde espère. Donc ça, c'est probable, mais je pense pas que c'est ça qu'ils annoncent tout de suite. Il y avait un remaster de Final Fantasy Tactics ou une suite. Pareil, c'est probable que ça arrive, mais je pense pas que ce soit tout de suite aussi l'annonce, et ça, j'aimerais beaucoup. Certains ont parlé d'une suite à Final Fantasy X-2, donc ce serait Final Fantasy X-3. Why not? D'accord. Mais un indice de taille est arrivé sur le site de Square Enix, où ils ont commencé à parler de Final Fantasy XIII Series, sans plus de détails. Okay. Donc, on supputerait que ce serait peut-être un portage de toute la série des Final Fantasy XIII sur la nouvelle génération de consoles, peut-être. En tout cas, je vois mal faire une suite de Final Fantasy XIII encore, puisque le Lightning Returns n'avait pas trop bien marché. Alors pourtant, c'était pas le plus mauvais des 3. Donc, à voir ce que ça va être. Mais en tout cas, les regards sont plutôt braqués, du coup, avec ce dernier indice sur Final Fantasy XIII. Mais il semblerait que, tu vois, une annonce est proche, et on a hâte de voir ce qui va se passer, parce que là, il y a beaucoup d'actu Final Fantasy. C'est vrai qu'on sent qu'ils sont là, pour le coup, ils sont très motivés pour faire pérenniser la licence, avec, comme on parlait la dernière fois, des projets de remaster pertinents pour le coup, et puis des nouveautés également, car il y a le nouveau Final Fantasy aussi qui est prévu pour cette année. Oui, c'est vrai que je pense que ça va être l'année Final Fantasy, en tout cas, pour dire, même moi, je suis chaud pour Final Fantasy XVI, alors que de base, je suis pas le plus grand fan. Et tu parlais tout à l'heure de Final Fantasy XIII, moi j'ai fait que le Lightning Returns justement, et c'est celui que j'ai bien aimé. Ouais, il est franchement pas mal, mais il a pas marché, tu vois, d'un point de vue commercial, alors que le premier 13 a cartonné. Ils ont vendu des palettes. Alors que pourtant il est perfectible sur plein de points, tu vois. Mais Lightning Returns, ouais, il a pas marché. C'est dommage. Clap de fin pour Marvel Avenger, le fameux jeu à service Marvel Avenger, qui est sorti exactement le 10 septembre 2020. Donc c'était il y a peu de temps, il a un peu plus de 2 ans. Mm-hmm. Donc le jeu va s'arrêter de recevoir des mises à jour et de nouveaux contenus de la part de Crystal Dynamics à partir du mois de mars. Donc ça arrive incessamment sous peu. Et jeu ne sera plus supporté après le 30 septembre 2023. Donc en détail, l'annonce a été faite vendredi 20 janvier, donc c'était en fin de semaine dernière, le jour de notre enregistrement, c'est pour ça qu'il n'a pas participé à l'émission précédente. Mais je tenais à en parler parce que justement, on a beaucoup parlé dernièrement de jeux à service, comme quoi c'était un petit peu pour moi le cancer du jeu vidéo, et c'est vrai que tu me rejoignais un petit peu là-dessus. Le modèle Destiny n'a pas su fonctionner sur cette licence, pourtant licence forte, Marvel Avenger ou quoi que ce soit, mais voilà, le jeu n'a pas su trouver son public sur le long terme. Après, les développeurs, loin de se décourager, ils ont régulièrement déployé des extensions gratuites, donc de nouveaux personnages pour relancer l'intérêt du jeu. Ils ont rajouté des nouveaux scénarios également, comme le fameux Marvel's Avenger War for Wakanda, qui là nous emmenait vraiment sur 4-5 heures de jeu en plus avec Black Panther. Tout ça encore gratuitement avec un doublage français, mais la mayonnaise n'a pas prise. Donc le dernier personnage à être sorti, c'est le soldat de l'hiver, donc sera le dernier, le
ça, il y aura un point final. Le jeu va être retiré des stores, a priori, donc possiblement du Game Pass. Alors si vous le voyez en version physique, je vous conseille de l'acheter parce que je pense que dans quelques années, ça peut vite coter un jeu qui disparaît comme ça. La seule chose à savoir, c'est que la boutique en ligne, donc tous les costumes, les boosts, les cartes, les nouveaux combos, les choses comme ça, seront intégralement gratuits. Ah, d'accord. Donc ça, vous allez pouvoir les télécharger et y jouer gratuitement dessus. Et surtout, ils n'ont pas prévu de fermer les serveurs. C'était ma question. Donc le jeu en solo, on pourra continuer à y jouer. Déjà de base, il ne nécessite pas une connexion obligatoire à Internet. Donc vous pourrez quand même continuer à y jouer sur la partie solo. Et la partie multi, pour le coup, elle restera accessible, même s'il n'y aura plus de mise à jour. Et ça, c'est après le 30 septembre 2023. Donc leur prochain patch arrive en mars et ils vont faire des correctifs jusqu'au 30 septembre. Et après, ce sera terminé. Mais le jeu reste accessible, tu dis. C'est ça qui est intéressant quand même. Mais le jeu reste accessible. Okay. Donc après, en soi, c'était un jeu moyen. Moi, je sais que j'avais beaucoup aimé la partie solo et j'ai pas fait de multi du tout sur le jeu. Ça m'intéressait pas plus que ça. C'est vrai que la boucle de gameplay était un petit peu répétitif. Mais en soi, si vous le trouvez à 10 balles, 15 balles, allez-y, foncez parce que ça reste très cool si vous êtes fan de l'univers Marvel en général, en tout cas. Okay. Je voulais quand même pas théoriser un peu, mais ça reste quand même un jeu qui a coûté très cher, un jeu à service qui s'est gaufré, mais bien. Est-ce que ça sera un signe annonciateur de la fin de cette période dégueulasse ? J'espère. Ce serait à souhaiter. Parce que c'est vrai que les joueurs boudent souvent les jeux à service et ils ont bien raison de le faire. Ouais. Nous les premiers d'ailleurs. Oui, donc, tout à fait. Voilà, si ça permet aux autres de ne pas reproduire ça, moi ça me va. Ouais, j'espère. Après, on va voir. Du coup, il y a Redfall qui est prévu en jeu à service et le fameux Suicide Squad. Est-ce qu'ils vont du moins avoir du succès ? On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'une page se tourne quand même au niveau du jeu vidéo et j'espère que cette page-là sera tournée pour de bon pour le coup. Eh bien écoute, on verra. Affaire à suivre. Donc petite news business pour continuer, on essaie d'en faire, de réduire un peu les news business, de les faire plus condensés parce que ce qui nous intéresse surtout c'est de parler de jeux vidéo. Mais bon, c'est quand même intéressant de temps en temps, surtout que là, Xbox a fait beaucoup de communication et surtout Satya Nadella qui a parlé. Donc on connaît tous Phil Spencer, on connaît un peu moins Satya Nadella, mais le boss en vrai c'est lui. C'est le directeur exécutif, c'est le big boss de Microsoft. Et il parle de plus en plus de la branche jeux vidéo et c'est intéressant. En fait, qu'est-ce qu'il disait ? Je vous fais vraiment la version synthétique, mais déjà le Game Pass, ils sont très contents, il a le vent en poupe. Donc le Game Pass, il disait qu'on prenait 300 jeux. Il y a toujours plus de joueurs qui jouent. Donc ça, c'est leur grande réussite, c'est que le nombre de joueurs continue à croître sans donner de chiffres. Les derniers chiffres officiels du nombre d'abonnés datent de janvier 2022. C'était 25 millions. Donc ça continue de croître sans savoir combien il y avait. Mais surtout, ce qu'il disait, et c'est ça qui est intéressant, le revenu de la branche gaming a perdu 13%. Et une chose un petit peu inédite pour le lancement de nouvelles consoles, les ventes de consoles Xbox Series X et S commencent déjà à chuter. Et les ventes sont en recul. Ce qui a engendré justement cette perte de chiffre d'affaires qui malheureusement n'a pas été compensée par le Game Pass qui lui se vend toujours aussi bien. Donc déjà ça confirme la stratégie de service qui fonctionne du coup extrêmement bien pour Xbox et à juste titre c'est leur grande fierté. Sur les chiffres de consoles, c'est très difficile d'obtenir des volumes, donc la fourchette est extrêmement grande, donc je vais pas essayer de donner des chiffres, mais ça varie vraiment énormément. Je vais quand même donner une fourchette, mais c'est tellement aberrant. Ça va de 13 millions à 21 millions de consoles, sans savoir la réalité dans tout ça. Et chose un petit peu marrante... Une fourchette, c'est un râteau. Ouais, je te jure, la fourchette, elle est énorme. Et chose rigolote, à aujourd'hui, on sait toujours pas combien de Xbox première génération et de 360 se sont vendus. C'est que des chiffres approximatifs parce qu'ils ont jamais souhaité, donner vraiment des chiffres fermes et officiels. Et ça, je trouve que c'est assez rigolo. Et moi, ce que j'espère toujours avoir, et ça, je sais pas si on aura ce chiffre du coup, mais c'est la part de Xbox Series S et de Xbox Series X dans ces chiffres. Parce que moi, je trouve que le vrai coup de génie de Microsoft, le vrai tour de force a été dans cette console Série S, que je trouve absolument génial en termes de positionnement tarifaire, même en termes de design, en termes de service. C'est une très très bonne console qui me fait de l'œil et je suis certain qu'un jour je l'aurai. Donc j'aurais aimé savoir cette part parce que je trouve que c'était une donnée intéressante. Mais en gros, donc ce qu'il disait Satya Nadella, donc une année 2022 en demi-teinte en termes de résultats, il le justifie par le manque cruel d'exclusivité et une année 2022 où Xbox a été un petit peu en retrait. Donc si c'est lui qui dit ça, on sait pertinemment que 2023 du coup
ce sera une belle année. Elle commence très fort avec le Xbox Developer que tu as commenté tout à l'heure. On a Starfield, on a Forza qui arrive, ils mettent des moyens dans la communication, donc on va rassurer nos joueurs Xbox. Je pense que la marque a encore évidemment de beaux jours devant elle. C'est pas une très bonne année 2022, mais 2023, 2024, 2025, il y aura de plus en plus de contenu qui arrive, donc on va rester évidemment optimiste. Oui, c'est clair, c'est important. Après, ça prouve aussi que je pense que le hardware, dans quelques temps, c'est un petit peu la fin. Là, ils ont signé un deal avec Samsung pour avoir le Game Pass sur les télévisions. J'ai lu sur Internet qu'ils voulaient le faire aussi avec des opérateurs de box un petit peu partout à travers le monde. Donc c'est vraiment, ils ont tout focus sur la partie le Game service. Pass, pour le coup. Voilà. Tout à fait, ouais. Le service. Et ça a l'air d'être une bonne stratégie. Oui, tout à fait. Après, je comprends aussi, on va dire, le désintérêt des joueurs. C'est vrai qu'il n'y a pas de licence forte. L'année dernière, on a eu très très peu d'exclusivité. Et encore une fois, on a vu avec la guéguerre du rachat d'Activision, les exclusivités, c'est ce qui font vendre des consoles au final. Et c'est vrai que pour le coup, là-dessus, ils ont vraiment 12 wagons de retard. Ouais, et même tous les deux, on s'était posé la question, est-ce que c'est la fin des exclusivités? Est-ce que les exclusivités ont encore leur place dans le marché? Le fait est que oui. Et je pense que Xbox l'ont compris peut-être un peu tard, et c'est pour ça qu'ils rachètent, et ils ont raison de le faire, puisque c'est une stratégie qui va fonctionner. Mais c'est vraiment l'élément différenciant aujourd'hui, c'est la force des exclusivités, et on le voit avec Nintendo en tête, parce qu'on parle souvent de Sony et ses exclusivités, mais pour moi, la marque qui a le plus d'exclusivités et les plus porteuses, ça reste côté Nintendo, évidemment. C'est clair. Et ils se portent comme un charme, et ils vendent des fourgons et des cargos entiers de Switch. Et d'ailleurs, je vais bientôt acheter une Switch OLED. Donc voilà, ça fonctionne et il n'y a pas photo. Après aussi, il faut dire, c'est que je pense que là, ce qui se passe en ce moment, c'est que Microsoft est un peu en train de payer la génération précédente. C'est vrai qu'ils avaient très peu de gens en développement sur la génération One, et du coup, au final, ils ont dû racheter énormément de studios à partir de 2018, c'était 2017-2018 pour les rachats de studios. Jeu vidéo, surtout si on part sur du AAA, mais même un bon AA, il faut au moins 3, 4, 5 ans de développement pour certains jeux. Et donc au final, les premiers jeux à arriver vont arriver là, je pense, cette année ou l'année prochaine. Donc encore une fois, c'était une période de disette. Je pense qu'ils en ont beaucoup sous le tapis, mais ça arrivera forcément avec le temps. Faut du temps. Je me souviens quand j'avais parlé avec un collègue qui me disait, un fervent défenseur de la Xbox One, il m'a dit ouais mais là tu verrais Microsoft ils ont racheté plein de studios et tout. Genre oui c'est cool mais faut penser c'est qu'un jeu c'est pas développé en une semaine en fait. Donc ça va prendre vraiment du temps pour le coup et là c'est là qu'on va les voir arriver. Donc je pense que la nouvelle stratégie de com de Microsoft, vraiment l'explosion du Game Pass, enfin là tous les astres sont en train de s'aligner en fait pour pouvoir justement sortir du gros jeu de façon régulière. Donc après avoir qu'est-ce qu'ils vont sortir. Et surtout, si c'est des jeux qui ont commencé à être développés il y a 4 ans, qu'est-ce que c'est comme style de jeu en fait? Parce que c'était quoi il y a 4 ans? L'émergence des jeux à service, l'émergence, enfin voilà, c'est voir s'ils sont engouffrés dans la brèche ou pas. Je partage complètement ton analyse. C'est la fin des news. Oui, et tu vas nous faire ton petit cadeau. Alors, un jeu quand même sorti, le test n'est même pas sorti sur jeuxvideo.com, que hop, on l'aura dans la taverne du gamer, c'est beau ça quand même. Ouais, c'est clair, le truc qui arrive jamais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, je devais tester un jeu mobile, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, mais là... un jeu est sorti de nulle part comme ça à l'arrache. Je me suis dit je vais le tester, surtout que le jeu me tentait beaucoup. Et il se trouve que j'ai fini le jeu sur à peu près 4 sessions de jeu en moyenne. Donc le jeu en question c'est Hi-Fi Rush. Donc c'est un jeu d'action rythme développé par Tango Gameworks et édité par Bethesda. C'est dispo depuis le 25 janvier 2023 sur PC et Xbox Series. J'ai pas vérifié si c'était disponible sur All Gen par contre. Donc à voir. Bonne question. Ouais, bonne question. À voir, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Alors, au niveau du synopsis, donc on joue Shy, un jeune rockstar qui va être considéré comme une anomalie dangereuse après une opération ratée réalisée par une entreprise diabolique. Et pour cause, son cœur fusionne avec une sorte d'iPod qui aura pour incidence de transformer toute son existence en une immense partition musicale. Avec un groupe de rebelles, il tente de faire tomber donc cette entreprise qui prône l'asservissement et la robotique. Voilà, un pitch somme toute sympathique et surtout
on va dire que c'est pas le pitch le plus original, mais toute la partie justement, le fait que son cœur a été modifié et qu'on a l'impression que l'environnement bouge au rythme de la musique, c'est-à-dire on a l'impression que l'environnement palpite par certains moments. Donc c'est vrai que pour le coup, on prend pas mal d'informations dans la tronche, que ce soit auditivement ou visuellement, mais c'est super original. Ce qui m'a vraiment plu dans ce délire, surtout, c'est l'aspect esthétique. Ça ressemble beaucoup à Jet Set Radio, donc il y a un côté très manga. C'est magnifique. C'est super beau. Et là où j'ai été impressionné, c'est sur la partie cinématique. Alors, on joue au jeu, on est en 60 FPS, et quand on arrive sur la partie cinématique, donc avec le moteur graphique du jeu, on passe en mode un petit peu comme un animé japonais, et là, on arrive sur du 30 FPS. Donc déjà, ça fait un peu bizarre, on a l'impression que ça lag un peu par moment, mais je pense que c'est voulu, c'est pour donner ce côté bande dessinée. Il y a plein d'animations, de mimiques, de situations qui se passent dans ce jeu. J'ai eu ce fameux waouh, quoi. J'ai l'impression que la frontière entre l'animation et le jeu vidéo est de plus en plus mince. Et là, il y a certains moments, je me suis dit, putain, mais en série télé, ça rendrait trop bien, en fait. Parce qu'on a déjà ce gap. Excellent. J'ai des personnes qui sont passées quand j'étais en train de jouer et qui m'ont vu jouer. Et il y a une personne qui s'est arrêtée, qui a fait la vache, les jeux vidéo, maintenant, c'est pas une personne qui joue de base, il m'a fait la vache, les jeux vidéo, maintenant, dis donc, c'est un vrai dessin animé, quoi. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris par ce côté-là. L'autre originalité, donc, c'est d'avoir un beat'em up, en fait, enfin beat'em all, exactement, rythmique, avec des coups et des combos à faire au gré de la bande-son. Donc ça, j'ai trouvé ça très pertinent, dans le sens où on va enchaîner les combos, donc coups faibles, coups forts, suivant le rythme musical, en fait. Et plus tu arriveras à te battre en rythme, plus tu feras de dégâts. Donc okay. Au final, ça t'oblige... alors, tu peux matraquer comme un bourrin, donc bon, tu passes à côté du jeu, mais tu peux le faire. Par contre, si tu commences à jouer au rythme de ta musique, en fait, et donc au rythme de tout ce qui se passe dans l'environnement, là tu feras plus de dégâts et en fait ça va augmenter ta jauge de combo et donc tu auras une meilleure notation en fin de combat ou en fin de chapitre. C'est trop bien. Okay. Chose qui va te plaire, parce que toi qui es un adepte du scoring, donc tu vas avoir le fameux score, tu sais, en D, C, B, A et S. Ah, ta note, ok, à la Bayonetta, ok, Devil May Cry. Et en fait, la note, non seulement tu vas avoir ta note sur tout le niveau, mais en plus ta note va être décomposée en fait sur plusieurs éléments pendant ton jeu en fait. Donc tu vas avoir ta note sur la rapidité à tuer les ennemis, tu vas avoir ta note sur justement ton combat en rythme, tu vas avoir une notation sur le fait d'utiliser plusieurs techniques différentes, genre tu spammes pas toujours le même bouton. Donc il y a plein de petites notes comme ça qui vont rentrer et à la fin tu auras une note globale. Donc je pense que ça crée en plus une replay value vraiment intéressant pour les adeptes du scoring. Ah, ça c'est pour moi, t'as raison. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que moi qui ne suis pas, on en a déjà parlé, mais moi qui ne suis pas un adepte du scoring de base, je me suis vu à vouloir volontairement jouer pour orienter ma note en fait. C'est-à-dire je me suis dit tiens, je vais alterner mes combos et tout. Bon, déjà c'est plus esthétique, mais du coup je vais avoir une meilleure note, je gagnerai plus de points et je débloquerai plus de combos différents. Si le premier niveau est somme toute assez accessible, le défi va se corser davantage dès le niveau suivant en fait. Il y aura une plus grande variété d'ennemis, les boss également, qui imposent d'apprendre leurs attaques et surtout leur rythme en fait, pour pouvoir justement les attaquer au bon moment. Donc tu vas avoir un système de parade et d'esquive, un petit peu à la Sekiro, donc en light, je te rassure. Oui. Mais voilà, on va avoir ce système-là parce qu'en fait, quand on va avancer dans le jeu, donc le jeu est décomposé vraiment en 5 biomes avec 5 boss. D'accord. Et sur chaque niveau, en fait, on va avoir une bande son qui va être dédiée à ce niveau-là. Et la bande son va sympa. être voilà, et tous les ennemis vont être accordés sur cette bande son. Okay. Le boss inclus en fait. Donc en gros, ce qui est marrant, c'est que quand on avance dans le jeu et qu'on se fait tous les ennemis, en fait, c'est comme si en gros on faisait une répétition avant l'arrivée du boss. Okay. Tu vois, on s'entraîne à travailler sur le rythme de la musique pendant tout le niveau. Et une fois que le niveau on a atteint donc toute la fameuse, disons une fois qu'on est accordé avec la mélodie, en fait, quand on arrive face au boss, il faut juste apprendre ses coups et à partir de là, voilà, on peut le battre. C'est pas mal. Donc c'est pas quelque chose de foncièrement difficile, mais c'est quelque chose pour le coup qui demande une certaine exigence quand même, parce que je me suis retrouvé à certains moments avec des boss qui enchaînaient plusieurs techniques. Si t'es pas dans le rythme, forcément tu fais moins de dégâts et du coup ça va être beaucoup plus dur pour le battre. C'est QFD quoi. Donc l'idée c'est pas de frapper frénétiquement sa manette, c'est d'alterner. Tu tapes vite, tu ralentis tes coups. Tu vas par exemple, il y a un système aussi où tes coups faibles et tes coups forts en fait vont être en lien peut-être avec certains instruments de musique. D'accord. Donc par exemple si tu commences à enchaîner le Y à fond, tu vas entendre du gros solo de guitare, mais à côté si tu tapes
tape un petit peu avec X, en fait, la guitare va être plus douce. Donc bon, je suis pas suffisamment connaisseur de musique, mais je l'ai senti moi de mon côté. Donc je pense que les connaisseurs vont kiffer par rapport à ça. Ah, pas mal, donc ouais. moi je trouve ça super malin en fait, super malin, et surtout ça donne vraiment envie de tester de nouvelles fonctionnalités. Donc comme je le disais tout à l'heure, le jeu est découpé en 5 secteurs, pour le coup assez long, parce que moi j'ai mis 7 heures pour le finir, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. C'est un petit jeu sorti de nulle part. Il est vendu 30 €, donc c'est pas excessif pour les gens qui veulent l'acheter. Il est disponible dans le Game Pass. Et je trouve que 7 heures de jeu pour 30 balles, on en a quand même pour son argent. Il y a plein de choses à faire dans les niveaux. Pour te donner un ordre d'exemple, moi, ça m'a beaucoup fait penser aux anciens Ratchet & Clank, en fait. On enchaîne dans des couloirs et des phases de plateforme. Ensuite, on arrive dans des arènes. Et là, il y a des phases de combat. Le gameplay progresse beaucoup avec des combos, des boosts à acheter qu'il va falloir installer sur son personnage parce qu'on peut pas tout mettre en même temps. Donc ça, c'est intéressant, ça te permet d'essayer et de changer pour le faire en fonction de ton rythme, tout simplement. Pour te donner un ordre d'idée, on débloque un grappin, on va débloquer, par exemple, sans spoiler, une technique qui permet de péter les murs, une autre qui permet d'activer des interrupteurs à distance, et du coup ça permet vraiment de relancer les phases de gameplay à chaque fois. Donc d'un coup on va se retrouver en 3D, carrément on va se retrouver en 3D avec une vue de derrière, d'un coup on va se retrouver avec une vue de côté à la Street of Rage, après on va se retrouver accroché à un grappin où là on va devoir éviter des objets pendant qu'on est accroché à un rail, en sautant il va falloir appuyer sur l'autre bouton qui va permettre de déclencher la deuxième aptitude qui va casser un truc dans le fond qui permettra de se réaccrocher. Enfin, on se retrouve vraiment avec un enchaînement hyper fluide et surtout plus technique qu'on le croirait en fait, parce que dans le showcase, ils ont montré quoi ? Ils ont montré essentiellement le combat en fait. Mais toute la partie plateforme aventure, elle est bien présente et je trouve même qu'elle est peut-être présente, si ce n'est autant un petit peu plus que la partie combat. Et ça reste très cool aussi parce que c'est pareil, quand on va monter sur une plateforme, elle va faire un bruit différent et du coup, ça relance l'intérêt de la musique. Encore une fois, on reste vraiment dans le délire. Pas mal, franchement ça donne envie. Ouais, c'est une super surprise et je trouve ça hyper rafraîchissant et comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien le voir en animé parce que ça pourrait être quand même méga cool. Je sais plus si j'en ai parlé tout à l'heure, mais le doublage est intégralement en VF avec des voix assez connues. Par exemple, le héros, il a la voix d'Onizuka. À un moment, on va croiser un méchant, il va avoir la voix du Joker de Heath Ledger. On retrouve plusieurs doubleurs connus et on sent que ça n'a pas été fait à la ZOP, quoi. Si je pars sur la partie plus et moins. Donc la partie plus, j'ai noté le chara design proche de Jet Set Radio, c'est plein de couleurs, c'est très acidulé et tout, enfin moi c'est totalement ma came. Le combat en rythme que j'ai trouvé hyper novateur. Beaucoup de gens, j'ai vu un petit peu sur les forums, le comparent à Devil May Cry. Oui. Ça pourrait dans le genre de combat parce qu'on enchaîne les combos de la même manière, mais pour le coup, il a vraiment sa vibe à lui en fait. Et ça, c'est vraiment à noter. Ils ont fait quelque chose de très différent. Ouais, il a son identité à lui, quoi. C'est ça, tout à fait. Les musiques, c'est que des musiques sous licence, donc soit du vieux rock, soit du rock un petit peu plus récent, mais c'est pas des morceaux spécialement connus de ouf, à moins que les fins mélomanes qui nous écoutent, eux reconnaîtront aisément. Je me souviens, j'avais terminé mon niveau à ma pause déjeuner, et j'avais encore la musique dans la tête après en fait, comme si je l'avais apprise, et ça reste pour le coup, ça prouve que le jeu fonctionne du coup par rapport à ça. J'ai trouvé les personnages cool, parce que pour le coup ils étaient pas agaçants. Bon, on n'échappe pas à certains stéréotypes. C'était vraiment sympa. Et encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, le doublage VF qui est vraiment bien. Et au niveau des moins, j'ai écrit donc certains environnements un peu génériques pour le genre. Ça, on va retrouver l'usine de fabrication de robots, on va retrouver l'endroit où il y a toutes les, la salle des ordinateurs. Il y a 2-3 niveaux plus originaux, on va dire, qui sont très cool d'ailleurs. Donc je vais pas en parler pour pas spoiler, mais voilà, la partie environnement, c'est un peu, c'est plus pour pinailler. Et pour finir, j'ai marqué certains QTE rythmiques. On en a un petit peu parlé hier. Oui, on en parlait. Il y a quelques QTE à certains moments, QTE que malheureusement on ne peut pas enlever. Donc il y aura peut-être une mise à jour par la suite. Des QTE assez techniques, parce que j'avais l'impression de jouer à Guitar Hero avec ma manette à certains moments, je t'avoue. Genre appuyer sur X au bon moment, parce que tu sais, t'as un cercle qui grossit, qui réduit au fur et à mesure, et quand le cercle est dans le cercle, faut appuyer pile au bon moment, et il va nous demander d'enchaîner par exemple pour une fatalité sur un boss, Y, X, X, en appuyant sur X pendant tant de secondes, rappuyer sur B derrière. Donc ça demande à apprendre la partition en fait. Donc d'un côté, quand on l'a réussi, c'est super jouissif. D'un côté, quand ça fait 5 minutes que t'es en train de taper tes boutons parce que t'es pas doué, c'est plus emmerdant. Mais voilà,
c'est vraiment pour pinailler parce que pour moi c'est une très bonne surprise sortie de nulle part et j'ai l'impression que le fait de pas avoir attendu le jeu, de l'avoir découvert comme ça, je l'ai peut-être d'autant plus kiffé. Grave raison. Alors là, je te donne carrément il n'y a raison. pas eu le côté hype à l'avance qui pourrait éventuellement décevoir ou quoi que ce soit. Il y a eu zéro communication. C'est pas un jeu auquel j'aurais spontanément foncé ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'aspect esthétique qui m'a séduit au départ. Et ça n'empêche que j'ai trouvé ça super bien. J'ai passé un très bon moment et je le recommande à toutes les personnes qui seraient motivées pour essayer en tout cas. Et ce qui est génial, c'est que donc c'est un jeu maintenant, on le sait, il est en développement depuis plusieurs années. Donc par les studios Tango, tu le disais tout à l'heure, où à la tête on a Shinji Mikami, le papa de Resident Evil, qui a d'ailleurs intervenu à la conférence. Et que j'avais pas reconnu. C'est vrai. Et ce que je trouve exceptionnel, Kira, tu vois, c'est qu'il y a eu zéro leak. Parce que toi, tu dis souvent le cancer du jeu vidéo, c'est les jeux services, et je te donne 100% raison. Mais pour moi, le deuxième, c'est les leaks, c'est le piratage des développeurs, on découvre des jeux, tout est balancé sur la toile. Enfin, moi, j'aime pas les leaks. Et ce qui va, je suis certain, favoriser le succès de ce jeu et le buzz, c'est le fait, tu l'as dit, le truc, il est sorti des hautes herbes comme un ratata niveau 2, tu sais, au Bourg-Palette, tu l'as pas vu venir. Ouais. Et là, c'est la même chose. Et ça donne un côté ultra jouissif, tu vois. On a l'impression vraiment qu'Xbox fait un cadeau aux joueurs. Tenez, prenez, c'est super cool, ça a de la gueule, c'est rythmé, c'est joli, c'est bien. Et c'est cadeau, vous l'avez du jour au lendemain, on ne vous a jamais rien dit. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Et puis surtout, tu pourrais dire, les jeux comme ça qui peuvent sortir à l'arrache, tu peux te dire, ils vont être finis à la pisse ou quoi que ce soit, c'est du jeu de seconde zone. Mais clairement, je pense qu'ils auraient pu communiquer sur ce jeu et pouvoir le vendre convenablement. Là, ils ont tenté un coup de poker. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur Netflix, quand ils ont sorti Cloverfield 3, où ils ont bassé la bande-annonce, et genre, vous le voulez, il est dispo. Tout le monde a fait, waouh, trop bien et tout machin, mais le film, il s'avère qu'il n'était pas aussi ouf qu'espéré, que là, non, c'est tout le contraire. Il te montre un jeu, il te le tease, tu vois le jeu, tu te dis putain ouais, ça a l'air cool et tout, mais je sais pas trop comment je pourrais appréhender ce gameplay, parce que c'est vrai que c'est assez difficile à expliquer. Et puis là, bam, il est disponible, vous pouvez y jouer. Là franchement, les mecs, pour le coup, ils ont plié le game. Moi, j'ai été choqué, quoi. Ouais, c'était génial. Très bonne surprise. Eh ben écoute, c'est le moment d'enchaîner sur le sujet hors sujet, mais avant... les réseaux sociaux quand même, vous avez notre Facebook, Twitter, on l'a dit tout à l'heure, mais en plus on prend de plus en plus de plaisir, on a des retours, des commentaires, des personnes nous contactent sur les réseaux, des personnes qui nous disent on vous suit depuis un moment, enfin tout ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Et si on a créé ce podcast, c'est la seule et unique raison, parler de ce qu'on aime et interagir avec vous, donc un grand merci. Et pour le sujet hors sujet, donc de cette semaine, c'est Anthologie Macabre, donc une série Netflix, c'est une série d'animation japonaise en 12 épisodes, adaptée du manga de Junji Ito. Est-ce que tu connais ce personnage, Junji Ito, cet auteur ? Alors je ne connais pas du tout, j'ai juste vu la bande-annonce quand c'est sorti, que j'ai mis dans ma liste, comme toutes les listes Netflix un peu surabondées. Elle est hyper chargée, je me suis dit je vais regarder ça, et je pense que je l'aurais oublié au bout de 3 semaines, mais en tout cas, ça avait l'air intriguant. Alors si je te dis, pour te faire connaître un peu le personnage de Junji Ito, si je te dis Clive Barker, si je te dis Stephen King, si je te dis Lovecraft, quel est le point commun de ces 3 gars ? C'est de l'horreur, un peu dark et un peu glauque même. Exactement. Et ce que je te dis, c'est que ce personnage, ce mangaka, Junji Ito, déjà dans le monde du manga, c'est une légende, mais vraiment, il faut se dire que c'est le taulier, c'est le boss dans le manga d'horreur. Et son aura tiendra la dragée haute à des Stephen King, à des Lovecraft. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement talentueux. Et avant de vous parler d'Anthologie Macabre, je vais vous parler un petit peu de Junji Ito. Et je pense que rien qu'en te parlant de l'auteur, tu vas t'intéresser à lui, parce que ce qu'il fait, c'est complètement ta came. Donc, d'accord. Déjà, à ce mangaka, son inspiration première, c'est Lovecraft. Donc déjà, je pense que là-dessus, toi comme moi, on est 2 grands fans. Oui. Donc Lovecraft, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est le mythe de Cthulhu. C'est de l'horreur basée un petit peu sur l'indicible, sur la santé mentale, sur des grands anciens, sur l'occultisme, bref, sur l'horreur, mais très très mystérieuse. Junji Ito, lui, il a un style plus basé sur
la chair, sur le malaise, le dérangeant, la perversité un peu. Ouais, le body horror un peu. Ouais, voilà, sur l'absurde et sur la qualité des personnages. Il écrit des personnages qui sont vraiment très très bien imaginés. Et une autre référence qu'il a, mais ça c'est plus intimiste, c'est Kazuo Umezu. Donc c'est lui qui a un peu inventé le manga d'horreur, hein. C'est un mangaka assez âgé. Et donc cet auteur, il a fait sa renommée autour d'une de ses œuvres fondamentales, c'est Spirale. Donc on suit une ville japonaise, une petite bourgade japonaise qui a une malédiction autour de la spirale. Et en fait, tout gravite autour de la spirale. Et tu vois qu'à force, les corps se déforment. Enfin, tu vois, t'as tout un délire avec, D'accord, ouais. avec la spirale, un peu à la Hitchcock qui avait fait un délire comme ça. Et donc, il faut savoir que Junji Ito est en France actuellement. Il est au Festival d'Angoulême. Et j'avais prévu d'aller au Festival d'Angoulême et j'ai zappé les dates. J'aurais dû y être ce week-end et je suis dégoûté parce que cette odeur, il est absolument exceptionnel. Et il a fait une adaptation de Frankenstein qui a été primée et considérée comme la meilleure adaptation, enfin une des meilleures adaptations de Frankenstein hors États-Unis. Donc déjà pour te dire l'aura du personnage, tu vois. Oui, c'est pas Joel Cohen. Ah non, c'est vraiment le taulier. Et il a une trentaine d'œuvres à son ouvrage, à son palmarès, plus d'une trentaine même. Il est très prolifique. Et beaucoup de ses œuvres ont été adaptées en cinéma, en animé. Et c'est assez rigolo, j'ai noté sur ma fiche une anecdote et j'ai rigolé en la lisant. Il a commencé comme prothésiste dentaire. Et ça me fait rire parce que je sais que ça, c'est un des trucs pareil qui peuvent être effrayants chez certains, voilà, glauques. Et du coup, il représente les dents et tout avec beaucoup de minutie, il le disait dans ses mangas, et c'est assez rigolo. Et la force vraiment de ces planches, c'est des planches ultra détaillées qui font vraiment froid dans le dos. Elles sont percutantes en fait. Tu les vois, elles sont vraiment percutantes, combinées à des situations très malaisantes. Tu vois, où tu sens qu'il y a quelque chose de dérangeant dans ce qu'il fait. Et c'est ça l'horreur de Junji Ito, et c'est en ça que c'est un grand maître. Et tout ce que je disais là, c'est important pour la suite. En fait, pourquoi j'ai passé du temps à décrire Junji Ito, c'est que dans cette série, Anthologie macabre, je vais pas donner ma conclusion tout de suite. Donc la série, qu'est-ce que c'est ? Donc il y a 12 épisodes, comme je le disais, qui reprennent 20 histoires. Donc tu as des fois des épisodes qui sont coupés en deux et tu as une histoire de 10 minutes et une autre histoire de 10 minutes. C'est que des épisodes d'une vingtaine de minutes. Donc on reprend 26 histoires condensées en 12 épisodes. Et ils reprennent, il n'y a pas d'invention, ils reprennent vraiment ce que faisait Junji Ito. Donc on retrouve dans ces histoires un tunnel lugubre qui abrite un peu des choses paranormales, un vendeur de glace, tu vois, qui a une influence un peu étrange sur sa clientèle, une rupture amoureuse qui finit dans un massacre, tu vois, complètement dans un massacre, avec une entité un peu maléfique. Il y a un épisode aussi qui était pas mal. Tu suis une famille normale, sauf que t'as un des enfants qui est ultra bizarre. Sauf que ça choque personne. Mais toi, en tant que, tu vois, tu regardes et tu te dis, c'est bizarre quand même, le gamin, il est bizarre. Et donc, tu vois, c'est de ces petites situations normales, il va tout de suite dégager au bout d'un moment quelque chose de malaisant. Tu vois un peu l'idée ? Oui, je vois. Il y a un épisode aussi où tu suis une maison et il y a une moisissure qui progresse petit à petit dans la maison, mais pas que dans la maison, aussi sur le corps des personnes qui l'abritent. Enfin, tu vois, c'est des délires un petit peu comme ça. Ouais, okay. Donc, c'est des histoires très courtes, donc je donne aucun autre détail. C'est juste pour vous donner un petit peu l'idée. Donc, les plus de cette série, c'est un bon point d'entrée pour découvrir l'univers de Junji Ito qui est quand même un peu particulier. Donc, c'est un bon point d'entrée. Certains épisodes ont aussi un parti pris intéressant, comme l'épisode de la moisissure de la maison que je parlais, qui est un de mes préférés. Il est complètement noir et blanc. Donc, ça rappelle le manga, c'est intéressant. Ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est pas mal. J'ai trouvé des thèmes musicaux aussi sympas, parce que forcément, quand tu lis ton manga, t'as pas de musique. Que là, ils ont intégré de la musique qui est à certains moments de qualité, parfois très discrète, mais dans certains épisodes de qualité. Et évidemment, l'autre gros plus, c'est qu'on reprend l'histoire écrite par Junji Ito, donc il y a quelque chose, quoi. L'histoire, elle est intéressante, les situations sont là, mais ça, on le doit plus à Junji Ito qu'à la série en lui-même. Mais ça, c'est pas mal. Pour les moins, malheureusement, est-ce que j'ai trouvé que c'était une bonne série ? Pas vraiment. Parce qu'à aucun moment, si tu veux, j'ai retrouvé la force des planches de Junji Ito, j'ai retrouvé vraiment l'atmosphère des mangas. Parce que quand tu prends un volume entier et que tu le résumes en 10 minutes, le rythme est discutable. C'est pas la même chose, c'est rushé. Non.
Le rythme est discutable, l'histoire ne s'installe pas vraiment, t'arrives très vite au moment d'horreur, sauf que dans les mangas de Junji Ito, il prend le temps d'installer les choses et l'horreur arrive de façon, tu vois, un petit peu vicieuse, que ça, comme ça va très vite dans la série, t'as pas ce sentiment-là. Donc en fait, je retrouve que malheureusement, ils n'ont pas réussi à retranscrire le génie de Junji Ito en vraiment en animé. Donc c'est dommage, tu vois. Et aussi, autre détail qui a son importance, c'est que les dessins, justement, ils sont pas très détaillés. Sauf que Junji Ito, lui, il est très 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 précis dans ses dessins. Et c'est très détaillé, tu vois. Et une planche, tu prends toujours du temps à la regarder parce que ça va très loin dans le détail. Que là, l'animé, il va vite, c'est pas très détaillé, donc tu passes à côté justement de certains éléments d'horreur qu'il y avait dans le manga. Ouais, le syndrome Berserk en animé, en fait. C'est un peu ça, en effet, tu as raison. Et donc, en conclusion, après, certains vont me trouver dur, mais c'est parce que je connais très bien les mangas de cet auteur, je les apprécie énormément. Donc, quelle que soit la qualité de l'œuvre originale, tu vois, une adaptation, c'est pas toujours évident. Donc là, on reprend vraiment des chefs-d'œuvre. C'est vraiment des chefs-d'œuvre, ce qui fait ce mangaka, mais sans finalement le retrouver dans la série. À aucun moment elle arrive à installer, tu vois, une ambiance d'effroi, convaincante. À aucun moment t'as vraiment peur. T'as pas trop le temps d'apprécier les dessins comme tu le ferais, comme je l'ai dit, avec une planche où tu t'arrêtes, tu regardes les détails. Donc le seul vraiment intérêt à mon sens à cette série, tu vois, c'est que c'est un point d'entrée à l'univers. Donc les personnes qui ont aimé la série seront à mon sens vraiment bouleversés par le manga parce que tu as un gap énorme en termes de qualité. Et à contrario, ceux qui n'ont pas aimé la série, je leur dirais, ne vous découragez pas, l'œuvre, vraiment le manga de cet auteur est de très très grande qualité. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas aimé la série qu'on n'aimera pas ce qu'il fait. Donc en gros, la meilleure conclusion que je peux faire, c'est en fait, il faut lire Junji Ito, il faut le lire. Les éditions en plus sont absolument magnifiques et je te les montrerai. Les ouvrages sont très très beaux, il y a eu des rééditions récentes et on est vraiment en face d'un maître de l'horreur, de quelqu'un d'excessivement talentueux, et je trouve que cette série ne lui rend pas hommage. Donc autant aller chercher le chef-d'œuvre là où il est, et il est sur le manga. Donc franchement, foncez lire ce qu'il fait, c'est absolument bouleversant. Moi j'ai une petite question, tu as parlé tout à l'heure qu'il dessinait des chicots, des dents. On en voit beaucoup ou pas dans la série ? Non. Si tu me connais, j'ai un léger problème avec... Non, pas du tout. Parce que par exemple, j'ai pas pu finir Psychonautes 2. Ah oui, parce qu'il y avait des dents partout. À cause du premier niveau, ça m'a mis... Enfin, je sais pas, tu vois, phobie, c'est un peu comme un psy, on parle en podcast et tout. Phobie inutile numéro 44. Voilà. Je trouve ça très malaisant. Et là, quand t'as dit ça tout à l'heure, je fais oula, j'ai peut-être pas regardé en fait. Mais toi, tu vois, qui collectionne les mangas adaptés de Lovecraft là, de Go Tanabe, qui sont plutôt de bonne qualité en termes d'adaptation, tu serais, je pense, un énorme client de ce que fait ce mangaka, parce que je te le dis vraiment, il a vraiment laissé sa patte. C'est quelqu'un qui aura marqué l'histoire du manga d'horreur. Ça, c'est certain. Je te dis, c'est le taulier et tu serais très, très friand de ce qu'il fait. Après, le genre, bon là, c'est une série, mais le genre anthologique avec 2 histoires en un épisode, je trouve ça déjà cool. Mais s'il fait ça sur des bouquins, du coup, ça peut être vraiment sympa. J'aime bien les recueils d'histoires plutôt courtes avec vraiment un début, un milieu, une fin. C'est pour ça que je suis très client des nouvelles de Lovecraft et du coup que je fais la collection. Ouais. Et si c'est un peu le même délire, oui, ça peut tout à fait m'intéresser. La prochaine fois qu'on se voit, je te montre des ouvrages de ce mangaka. Tu vas être scotché, je pense que tu voudras les acheter direct. Et ceci clôture notre émission, mon cher Kira. Oui, c'était ma foi fort intéressant. Là, je t'avoue que tu m'as un peu refroidi du coup sur l'anthologie horreur que je comptais regarder prochainement, donc j'étais en période de questionnement intense. Ouais. Donc je vais voir, peut-être regarder un épisode ou 2, mais du coup je vais peut-être pas non plus la tenter plus que ça. Non, en tout cas merci de nous avoir suivis sur cette émission. J'espère que vous y trouverez à votre compte. Moi je vous dis de mon côté à la semaine prochaine avec de nouvelles news, un nouveau test et puis surtout un nouveau sujet hors sujet. Et toi, qu'est-ce que tu prépare mon test, donc ce sera un survival horror, un jeu qui est un petit peu méconnu, qui est sorti il y a très peu de temps et qui va piocher ses inspirations côté Resident Evil, Silent Hill, enfin bref, j'en dis pas plus. Il y a beaucoup de choses à dire, ça va être intéressant.
Et tu nous as prévu un petit sujet hors sujet aussi de ton côté, je crois. Oui, sujet hors sujet, on va traiter de science-fiction. Alors je ne dis pas, pour laisser la surprise, est-ce un livre, est-ce une série télé, est-ce un film, voilà, mais on va traiter de science-fiction. Disons à nos auditeurs merci pour cette écoute et on se dit à la semaine prochaine et bonne semaine à vous. Bonne semaine. Ciao.